Vous avez croisé dans votre vie des centaines de lustres, mais arrivez-vous à comprendre leurs histoires? Arrivez-vous à comprendre ce qu'ils ont à vous raconter? C'est pour cela que j'ai décidé de faire une série de podcasts pour partager avec vous cette histoire, cette culture et cette passion que nous avons ici à la Lustrerie Mathieu, en famille, de l'histoire et l'art de la lustrerie. Lumière sur la lustrerie, le premier podcast qui vous parle de l'art de s'éclairer. Bonjour et donc bienvenue dans cet épisode 2 de notre podcast Lumière sur la lustrerie. On est le 9 décembre et du coup ça veut dire qu'on est au lendemain de l'ouverture de Notre-Dame. Ah oui, donc lumière sur... Lumière sur Notre-Dame aujourd'hui. et les cathédrales, parce qu'on n'a pas eu que Notre-Dame cette année quand même. Mais c'est vrai que Notre-Dame, c'était une grande émotion, une grande aventure, je dirais. Et puis, c'était merveilleux que le monde entier ait les yeux fixés sur la réouverture de Notre-Dame, au moment où la politique est très compliquée. C'est vraiment un message d'espoir, un message de paix. Moi, ça m'a beaucoup ému, beaucoup touché. C'était un week-end plein d'émotions. Ouais, on croit qu'on peut le dire. Et puis, cette course, ce marathon, c'était amusant. Les plateaux télé, les uns après les autres, le direct derrière Notre-Dame. L'architecte, on a emmené avec nous dans le métro. Ça, c'était quand même passionnant. On va vous raconter tout ça. Une belle aventure. Oui. Tu commences ? Eh bien, alors, déjà, donc, où est-ce que ça a commencé pour nous, peut-être ? Je pense que c'est ce qui peut être intéressant pour notre public, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, dans quel ordre ça s'est passé. Alors, avant que tu te dises quel ordre, ce qui est important pour qu'on comprenne, c'est que pour toi, c'est ton premier chantier. Oui, mais pour toi, c'est pas ton premier chantier et c'est pas ton premier Notre-Dame aussi. Oui. C'est important aussi. Mais pour moi, j'ai vécu ça un peu comme un passage de flambeau. Ça m'a rappelé, moi, des grands souvenirs, ces bâtiments qui te transcendent, qui t'emmènent avec eux, qui te font découvrir l'histoire de France, l'histoire du monde, l'histoire de l'architecture. Ma première expérience, moi, comme ça, c'était le Palais Garnier, puisque un de mes premiers gros chantiers, ça a été la restauration de l'Opéra de Paris, et puis l'Opéra de Monaco, celui que nous avons derrière nous, la reconstruction de l'Opéra de Monaco. D'ailleurs, bientôt, on a un scoop avec ça, mais on en parlera une autre fois. Et en fait, ce qui était passionnant, c'est de rentrer dans l'histoire de France, dans l'histoire des bâtisseurs de cathédrales, dans l'histoire de notre pays, de notre religion, et que ce soit ton premier chantier, c'est un signe du destin qui fait que tu vas te passionner pour ce métier. Tu es obligé de te passionner pour ce métier parce que ça nous transporte, ça nous élève. C'est quand on pense qu'avec nos petits bras musclés, on est arrivé, que ce soit au XIIe siècle ou aujourd'hui, à construire des choses qui sont complètement folles, que ce soit encore debout, malgré les bombardements, les guerres, les révolutions, les incendies. Exactement. C'est fou. On se sent petit et grand à la fois. Petit parce que par rapport au bâtiment, par rapport au monde, on n'est pas grand-chose. Grand parce qu'en fait, on est une pierre de l'édifice. On a apporté notre pierre à l'édifice et on aide à construire quelque chose qui nous dépasse tous et qui nous emporte tous. Donc voilà, ça je l'ai vécu. Comme un passage de flambeau de ce que j'ai pu construire et récupérer comme richesse dans cette entreprise, c'est cette culture, c'est vraiment ce que ça m'a donné, ce métier, et ces émotions. Et quelque part, j'avais l'impression de te passer le flambeau. Bon, je suis encore là pour courir derrière, hein, parce que c'est vraiment des aventures de famille. Ta grand-mère est encore avec nous quand on en a besoin et régulièrement, à 85 ans, donc je m'imagine que tu auras peut-être encore besoin de moi pour des choses pendant des années. En tout cas, ça sera avec plaisir. Mais ça sentait le passage de flambeau. C'était mon émotion à moi de ce moment. Moi, ma grande émotion, je dirais quand même que c'est... oui, effectivement, moi, ça marque mon début dans la lustrerie. Donc, c'est quand même le chantier que je pense qu'on fait qu'une fois dans sa vie, puisqu'on n'espère pas que Notre-Dame brûlera à nouveau. Mais je trouve que ce qui était vraiment particulier avec ce chantier-là, c'est qu'en fait, on se rappelle tous où on était le 15 avril. Et moi, en l'occurrence, j'étais à Paris, dans la rue. Et à ce moment-là, je travaillais pas encore pour la lustrerie. Et en fait, du coup, ça fait déjà 2 ans qu'on a répondu à l'appel d'offres. Donc, en 3 ans, entre le moment où ça a brûlé et le moment où j'ai répondu à l'appel d'offres, c'était un grand changement pour moi parce que c'était, je passe de mes études, etc., à mon entrée dans la lustrerie. Je décide que je veux rejoindre l'entreprise familiale et tout ça. Et donc, j'étais vraiment contente que ce projet-là m'accompagne justement dans mes débuts dans la lustrerie. Donc, je partage avec toi cette grande émotion-là. Et ensuite, je pense que ce qui était particulier quand même, et qui fait vraiment la différence de ce chantier, c'est que ça a brûlé, quoi. On n'a pas restauré parce que ça avait besoin d'être restauré, mais ça aurait pu attendre un mois de plus, ça aurait pu être dans 1 an ou dans 2 ans. Il y avait une urgence, il fallait qu'on s'en occupe maintenant. C'était tous les corps de métier en même temps, ce qui est vraiment rare quand même sur un chantier. C'était une telle grande envergure que ce week-end, on a ressenti tout ça, quoi. Il y avait le poids de tout ça. Le challenge de la reconstruction. Ouais. En général, quand on restaure des lustres, on a une espèce de méthode, on sait comment on fait. Le lustre nous raconte beaucoup.
Là, chaque lustre avait sa propre histoire, de celui qui a fondu, de celui qui est tombé, de celui qui s'est pris tous les gravats par-dessus, de ceux dont les vernis étaient complètement brûlés, de ceux que l'on a nettoyés et en fait que l'on a retrouvés et qu'on a pu conserver comme des vernis d'origine, la salle capitulaire, les salles qui n'ont pas brûlé et où on avait vraiment un travail de restauration et il fallait que l'on fasse caler le travail de restitution de ceux qui avaient brûlé, qui étaient complètement détruits, au travail de restauration de ceux qui étaient en bon état, tout en revenant dans une cathédrale, et ça on va l'expliquer, complètement neuve, complètement blanche, immaculée. Et en fait, quand on restaure quelque chose d'ancien et qu'on le ramène dans un décor complètement neuf, il y a souvent un refus du lieu. Et d'ailleurs, dans l'histoire du chantier, donc, pour parler du chantier en plusieurs étapes, donc, Inès rentre à la lustrerie. La technique de ce chantier, c'est la dépollution par le plomb, donc les poussières de plomb, le plomb qui avait fondu sur les objets, donc les gouttes de plomb, là, comme dans la main du Christ. Nous, on en avait sur nos lustres, parce que forcément, ils étaient en dessous la voûte. Et donc, ce plomb-là, il a fallu l'enlever. Moi, je m'en rappelle, je t'avais dit non, on va le faire sous-traiter, on donnera à quelqu'un d'autre, c'est pas notre métier, j'ai pas envie de rentrer dans des choses compliquées. En plus, ça fait peur, il fallait des prises de sang bien sûr, régulièrement, enfin, on va dire que vraiment un travail nouveau. Toi, tu m'as dit à l'époque, je m'en occupe, papa. Évidemment, l'insouciance de la jeunesse, mais aussi l'insouciance de la jeunesse ramenée à la spécificité d'Inès Mathieu, qui a fait ça très sérieusement. Donc, je ne suis pas allé à la dépollution, je ne me suis pas occupé de la dépollution. Tu as fait tout ça avec ton scaphandre, ta combinaison, les masques et tout ça. L'équipe de Paris qui était avec toi, là, qui je tire aussi mon chapeau. Et quelqu'un d'ici. Donc voilà, une équipe qui a été formée sur ça et qui a fait ce métier. Après, la deuxième chose, les lustres sont arrivés ici pour de la restauration, reconstruction, etc., etc. Là, on est vraiment comme après un accident de voiture. Hein. Voilà, il faut gérer tout ce qui s'est passé. Et on prend le lustre le plus beau, le moins abîmé, le plus loin de la nef, on le nettoie. On peut rapidement faire un test. On arrive à trouver 80% du vernis d'origine. Le lustre est beau, il a une jolie patine, il est sympathique, il est très patiné. Et ce qui se passe, c'est qu'on l'emmène. À ce moment-là, je me rappelle qu'on se disait, peut-être que, étant donné qu'il y a 80% du vernis, peut-être qu'en fait, ça va suffire. Bien sûr. Moi, à ce moment-là, on se disait, c'est beau quand même. Voilà, le restaurateur veut toujours conserver. Et donc, on ramène ce lustre à Notre-Dame. Tu t'en rappelles, c'est la première photo devant l'échafaudage. Donc là, on n'est pas dans la cathédrale Notre-Dame, on est encore dans la cathédrale de fer. Il faut vraiment comprendre ça. Pendant très longtemps, on est rentré dans une cathédrale de fer. Il n'y avait que des échafaudages. C'était que des échafaudages. C'était complètement fou. Bravo aux échafaudeurs. Ils ont construit une cathédrale complètement folle en fer. Mais malgré tout... On ne retrouvait pas les volumes, on ne pouvait pas voir où on était dans la cathédrale. Rappelle-toi, les murs avaient quand même été commencés à être nettoyés et on sentait cette blancheur des pierres, cette beauté, cette espèce de rayonnement des pierres. Et quand on a emmené notre lustre, ça a duré 30 secondes. Hein. On l'a mis, on l'a positionné, on s'est dit « Waouh, ça ne va pas ». Le lustre, il a été complètement rejeté par Notre-Dame et c'est raté. L'architecte nous a dit « Non, je veux des lustres clinquants ». Je me rappelle de son mot, clinquant. Et j'ai compris ça, en fait. Philippe Villeneuve a un vrai affect avec la cathédrale. Je dirais qu'il la comprend très, très bien. C'est une vieille dame. Non, c'est une grande dame qui n'a pas d'âge. Et cette grande dame, quand on la comprend, elle nous parle, elle nous impose des choses. Et elle a imposé à Viollet-le-Duc ses lustres, cette manière de faire de son temps et à la fois du gothique, qui est pour moi complètement intemporel. C'est le style français, on en parlera. Et le mot clinquant, je m'en rappelle, et je me dis, les lustres ont été faits pour être clinquants. Parce que quand on voit le nombre de pièces brillantes, comme des miroirs, avec un vernis très jaune, très coloré dessus, comme une étoile, on sent en fait qu'il y a une volonté de briller. Bien sûr. Et quelque part, cette étoile qui nous guide, elle brille. L'étoile dans le ciel, elle brille. Et je repars avec notre lustre, et là, on fait un deuxième travail, tu t'en souviens, c'était de restaurer le lustre le plus abîmé. Parce que celui-là, le vernis était complètement détruit, perdu, et il fallait le refaire à neuf. Et ça nous permettait de faire des essais de vernis sans abîmer plus les lustres, où peut-être on s'était dit il faut garder le vernis, pas garder, etc. On était encore dans... Et là, on avait le choix, en fait, entre celui qu'on nettoie et celui qu'on refait à neuf. Et le deuxième essai, c'est cette fameuse photo que j'ai postée là, parce qu'on m'avait dit attention, tu ne postes pas de photos avant que ce soit fini. Donc j'étais très très frustré, je montrais ça à des copains discrètement sur mon téléphone. L'essai du deuxième lustre, cette fois-ci, une voûte avait été complètement nettoyée. Donc et dégagée avec une chapelle complète. Donc on pose, on a un essai, même pour l'architecture, hein, même pour le reste du chantier, on a un morceau de la cathédrale, entre guillemets, en condition finie. On met notre lustre à l'intérieur, et là, ça avait été vraiment une émotion très très forte. C'est que le lustre a dit, c'est comme ça que je dois être.
Ça a duré, on s'est fait 2 heures de réunion parce qu'on avait tous envie de passer dans... de rester. C'était la nuit en plus parce qu'il fallait qu'on teste la lumière. Exactement, mais on était contents d'être là. C'était génial, voilà. Et tout le monde était vraiment très touché, très content. Même le tube de suspente rouge, c'était la bonne couleur. Enfin, voilà. Et là, on se dit, bon, génial, il nous en reste plus que 12 à faire. 12 plus toutes les applis. 12 plus la chapelle axiale, 150, une centaine de pièces globalement au final, les 4 candélabres pour les 2 du chœur, les 2 de la chapelle axiale, et puis bon. Et puis, dans ce travail-là, beaucoup d'applis que l'on a pu sauver. Oui. Parce que maintenant qu'on avait en fait, l'étalon, au lieu d'être la chapelle, la salle capitulaire, quelque part, on avait aussi un étalon neuf. Et il fallait qu'on joue entre l'étalon ancien qui nous obligeait à garder une couleur et une manière de faire, et l'étalon neuf qui nous disait on va ramener ça dans le chantier. Donc après, quand on restaure quelque chose et qu'à côté on en a un neuf, tu entends celui qui est restauré, il a l'air moins bien, c'est pas assez joli. Donc il a fallu qu'on joue comme ça. Je me rappelle beaucoup avec Marie-Hélène Didier, qui était avec nous dans cette délicat choix de se dire on ramène ça, on ramène ça, on ramène ça. Monsieur Villeneuve, lui, il était sur la charpente, sur le toit et beaucoup d'autres choses. Et on a fait ce travail d'archéologue quelque part à notre niveau. Ça, on le garde pas, de comparaison. La chance que l'on a, c'est que la lustrerie est immense. Et qu'en fait, nous, on peut se permettre, et on a beaucoup de chance d'habiter à la campagne pour ça, de mettre les lustres en situation cathédrale. On peut mettre les lustres en situation théâtre, opéra, cathédrale, palais. Et donc, on a vidé la nef, ce que nous on appelle la nef, le grand bâtiment du bas de la lustrerie, qui a 14 mètres de hauteur sous plafond, qui fait 1000 mètres carrés. Et on a mis les lustres en situation cathédrale, les appliques, etc. Ce qui nous a permis de pouvoir comparer tout, éclairer tout, et de voir comment ressortaient les lustres entre eux, entre restaurés, à côté des appliques, à côté des candélabres et les autres éléments dans la cathédrale. Et à ce moment-là, sont un ensemble unique. Tu te rappelles aussi, dans des états différents. On doit parler de ça parce que c'est amusant. À ce moment-là, chaque fois qu'un journal voulait nous parler, que France 2 voulait faire une émission, que je sais pas, 65 minutes, enfin voilà, la M6, TF1, tout le monde voulait parler des lustres, et la cathédrale, enfin l'établissement public nous disait non, vous n'en parlez pas, non, nous n'en parlez pas. Oui. Donc l'anecdote, c'était que les visiteurs, parce que la lustrerie est ouverte au public, qui venaient, on leur disait, on n'a pas le droit de vous dire où ça va, mais c'est une cathédrale parisienne qui a brûlé. Ça nous faisait beaucoup rire, ça faisait moins rire les gens de la communication de Notre-Dame, mais c'était la réalité. Et quand l'équipe de Notre-Dame est venue à la lustrerie et qu'ils ont vu qu'en fait il y avait des quarts de visiteurs qui venaient visiter la lustrerie, que c'était gratuit et que les gens communiaient avec nous autour de ce travail, ils nous ont demandé si on pouvait faire une exposition autour des lustres de Notre-Dame. Et donc, on les a laissés en situation, tout éclairé. Et là, nous, ça nous a permis de travailler. Mais ce travail, ça nous a permis de le partager avec le public, qui vivait l'émotion, quelque part, d'être à Notre-Dame, avec la lumière de Notre-Dame, sous les lustres de Notre-Dame, sans Notre-Dame. C'était presque un premier pas vers la réouverture. C'est comme ça que ça s'appelait de toute façon. Voilà, et c'était magnifique. Le thème, c'était les compagnons qui ont travaillé, les métiers autour de l'ustrier. Et comme on était le seul lustrier sur ce chantier, on est souvent le seul lustrier tout court, mais là, on était le seul lustrier sur ce chantier. Je remercie d'ailleurs le président de la République qui a dit qu'il remerciait le lustrier plusieurs fois. Et donc, quelque part, c'était émouvant d'avoir ce premier contact. Tout à fait. Est-ce qu'on rappelle rapidement quand même, pour ceux qui peut-être n'ont pas vu tous les autres contenus qu'on a fait autour de Notre-Dame, ce qu'il y avait dans le chantier? Donc, beaucoup de bras de lumière, 45, 46, une cinquantaine de bras de lumière, que quand on rentre dans la cathédrale, on les retrouve sur tout le tour de la cathédrale. C'est-à-dire que si on rentre et qu'on tourne soit directement à droite, soit directement à gauche et qu'on fait le tour devant les chapelles, il y a des bras de lumière absolument partout, dans le déambulatoire au fond, etc. Ensuite, on a ces 13 lustres qui sont du coup dans la nef, donc dans le vaisseau central, donc au centre de la cathédrale. Alors, 13 lustres qui, au départ, étaient 12, effectivement, mais surtout, n'étaient pas à cet endroit-là. Alors, ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Oui, je pense que c'est important. Je pense que dans l'histoire de la cathédrale, c'est vraiment très important. Donc, en 1163, on crée cette cathédrale, et cette cathédrale n'a pas les lustres qu'elle a aujourd'hui. À l'époque, on n'éclaire pas la cathédrale avec des très grands lustres. À l'époque, on éclaire la cathédrale avec la lumière que l'on a à l'époque, c'est-à-dire les lampes à huile ou bien les bougies.
Et il y a énormément de petits objets de lumière qui sont suspendus devant les vitraux, qui calpinent l'architecture, il y en a un petit peu partout. Mais c'est au 19e où on a ces grands lustres. Oui, parce que ça, c'est la question numéro 1 du chantier. Voilà. De quand datent ces lustres-là? Donc de Viollet-le-Duc, voilà, c'est-à-dire au moitié du 19e, ils ont été fabriqués vers 1850. Mais les lustres et le reste, tout l'ensemble en fait. Oui, ça a été vraiment dessiné comme un seul trait. Évidemment, la flèche que l'on connaît, mais un énorme travail de Viollet-le-Duc qui magnifie ce style. Et on en parlera dans 2 minutes, c'est important de comprendre pourquoi le style gothique nous appartient et pourquoi le reste du monde ne comprend pas, pourquoi nous, les Français, le reste du monde nous regarde avec cette cathédrale. Il faut le comprendre. Et donc c'est avec Viollet-le-Duc qui restitue ce grand vaisseau blanc. Attention, il enlève cette peinture de tous les saints, etc., pour avoir cette nouvelle mode, je dirais, d'apprécier la pierre sculptée et pas la pierre recouverte de peinture qui raconte une histoire. Ce qu'il faut imaginer quand même au XIIe siècle, c'est que les gens ne savent pas lire, la plupart des gens qui rentrent dans la cathédrale ne savent pas lire le latin, et pour leur expliquer la vie du Christ, on a cette histoire avec les sculptures et avec les vitraux, pour les premières fois de l'histoire. C'est quasiment une bande dessinée. On va leur raconter cette histoire, et cette histoire, elle est écrite en hauteur, parce qu'en fait, on s'élève dans une cathédrale et on regarde vers le haut, c'est la spiritualité. Et en fait, quand on s'élève et qu'on cherche son chemin, on est guidé par une étoile. Et c'est pour ça que ces lustres ont cette couleur et cette forme, ces grandes couronnes de lumière sont des étoiles, d'où aussi peut-être la couleur jaune très spécifique, c'est cette espèce de brillance, cette étoile du berger. Et donc, au 19e, l'architecture de la cathédrale change un petit peu vers ce somptueux vaisseau, ce grand vide à l'intérieur. Et sur les 12 lustres qu'il y a à l'époque, il y en a 6 qui sont dans la nef. Il y a un énorme lustre rond magnifique qui est dans la croisée du transept. Une couronne de lumière aussi. Voilà, qu'on a restaurée, que l'on a posée à Saint-Denis. Heureusement. Tu l'as restaurée? Et qu'on a posée à Saint-Denis, heureusement, parce qu'elle aurait été complètement détruite. Parce qu'elle était vraiment là où ça s'est effondré, là où on voit tous le trou là qu'on a vu sur toutes les émissions de télé. Elle était là. Elle a été sauvée. Elle a été sauvée, elle est à Saint-Denis. Et puis, 4 autres lustres dans le chœur. Donc, en fait, ça crée cette perspective immense qui est nef, croisée, chœur, qui est gigantesque. Il faut imaginer qu'au XIIe siècle, au XIIIe siècle, le chœur est fermé par un mur qu'on appelle le jubé. Donc cette architecture de Viollet-le-Duc n'aurait pas été possible à l'époque, avec le jubé et la fermeture du chœur. Mais comme on ouvre tout et qu'on crée un seul volume, Viollet-le-Duc l'a rescandé par les lustres, c'est-à-dire 6 or 4, et des grands candélabres dans le chœur, etc. Tout ça, ça se répond, et ça répond avec ce jeu aussi d'appliques qui sont dans tous les déambulatoires, chapelles, etc. Et 2 autres candélabres et un autre lustre dessiné par Viollet-le-Duc, c'est vraiment volontaire, dans la chapelle axiale, c'est-à-dire toujours cet axe. Donc lui, il redessine le bateau, le vaisseau, et quelque part, il le scande par ses lustres. Malheureusement, au début du XXe siècle, l'électricité arrive et on se pose la question comment on va aller descendre des grands câbles électriques pour éclairer ces lustres qui sont dans le parce qu'il y a quoi entre le vraiment plafond de la cathédrale, c'est-à-dire le point le plus haut et les lustres, il doit y avoir 15 mètres de câbles, chaînes, donc il aurait fallu tirer à ce moment-là. Ouais, plutôt 25 mètres. 25 mètres. Donc en fait, à l'époque, on se pose cette question comment on va éclairer les lustres qui sont à 25 mètres du plafond. Et on décide de mettre les lustres dans des arches latérales. D'un coup, on est à seulement 13 mètres de hauteur. C'est facile d'emmener un câble. Et le câble vient des le câble, il est là, il vient du dessus. Et donc, on décide de les mettre de côté. On vide la nef. Pour moi, on la vide beaucoup de son essence, mais c'est parce que je suis le lustrier, donc forcément, je vois à travers le prisme du lustre. Je suis sûr qu'un marbrier ou quelqu'un qui fait des vitraux et comprend de bronze. C'est ça, il va se dire que c'est génial. Mais voilà, donc il faut comprendre cette histoire pour comprendre comment étaient les lustres à l'époque. Mais nous, et c'est ça qui est merveilleux dans notre travail, c'est qu'on est obligé de comprendre l'histoire. C'est-à-dire qu'avant de restaurer les lustres de Notre-Dame, on avait déjà dans notre possession, dans nos archives, tout ce qui a été écrit par Viollet-le-Duc, le fameux dictionnaire de l'architecture, mais aussi le livre de Jean-Paul Midan, qui est un spécialiste, éminent spécialiste avec qui j'ai beaucoup travaillé et que j'apprécie beaucoup sur Viollet-le-Duc. Et enfin, dans nos archives, alors nos archives, c'est le bureau que vous avez autour de moi, c'est des centaines, des milliers peut-être de livres. On a le catalogue de Poussiègle-Russand, qui est là devant nous, dans lequel on a encore les pages du catalogue, la commande de Notre-Dame, avec le prix doré ou verni, cathédrale de Paris, candélabre, grand lustre de la nef, les lustres de... Doré ou verni, c'est notre question pendant un petit moment. C'est fou parce que sur le catalogue, il y a un prix doré et un prix verni. Moi, j'étais persuadé, Notre-Dame de Paris, que les lustres avaient été choisis dorés,
On les a déjà nettoyés, dans mon histoire, j'ai déjà nettoyé les candélabres du chœur, en pensant que je nettoyais de la dorure, parce qu'on n'avait pas fait de test, on n'avait pas enlevé de morceaux, on n'avait pas besoin. On dépoussiérait, on nettoyait, donc on ne se pose pas la question. Enfin, si, on se la pose, mais on a la réponse que l'on pense bonne. Bah oui. C'est ça qui est bien dans mon métier. Hein. À 50 ans, j'apprends encore des choses tous les jours. Donc, on avait donné plusieurs options lors de la restauration, c'est de dire on les redore s'ils étaient dorés, on les revernit s'ils étaient vernis. Les lustres étaient vernis avec cette couleur bien spécifique. Donc, génial d'avoir les archives, la commande, les dessins. On a aussi des dessins de Viollet-le-Duc. On avait fait cette recherche à l'époque de la restauration du lustre de la nef, enfin du lustre de la croisée du transept. On a des dessins de Viollet-le-Duc qui ont servi de référence. Puis c'est amusant, un de mes premiers chantiers, donc là, je te parle de ça il y a 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, c'était de restaurer la cathédrale de Saint-Omer. Et à la cathédrale de Saint-Omer, il y avait des grands candélabres, c'était ces lustres-là de Notre-Dame, posés sur des gros piédestals et des grands candélabres. Donc avec Jean-Louis, notre chef d'atelier, qui s'est occupé de Notre-Dame, on avait restauré ces lustres-là à nos débuts. Et à nos débuts, on l'a toujours, je dirais, mais encore plus au début, l'humilité de découvrir énormément de choses. Chaque restauration, c'est un livre ouvert, en fait. Et livre ouvert de lustre, mais aussi livre ouvert d'histoire. Et d'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse qui est amusante, qui va vraiment intéresser nos auditeurs, c'est que la chance qu'on a eue cette année, c'est pas que de restaurer Notre-Dame. Parce que, refaisons un peu d'histoire. Au XIIe siècle, le gothique n'existe pas. Le gothique, c'est l'écriture du Moyen-Âge. Donc le style gothique, l'architecture gothique, ça n'existe pas. Donc on va créer Saint-Denis, donc la cathédrale de Saint-Denis, sublime cathédrale, qui va être créée dans un style moderne français. Ce style moderne français, c'est ce qu'on appellera plus tard le gothique. Attention, c'est nous qui l'avons inventé à Saint-Denis. Donc ces fameux arcs-boutants qui permettent que la cathédrale est beaucoup plus haute qu'une cathédrale romane, parce que les arcs-boutants la tiennent par l'extérieur, sont intégrés à l'architecture, et elle monte, parce que les forces sont justement retenues par ces arcs-boutants. Comme ces arcs-boutants retiennent les forces dans ce sens, d'une manière verticale, si vous voulez, les murs entre les arcs-boutants sont moins utiles pour les forces. Qu'est-ce qu'on va faire de ce vide? On les ouvre. On les ouvre et on fait des vitraux. Et donc, c'est nouveau, en fait, et c'est merveilleux. Et la deuxième cathédrale, c'est ce qui est vraiment saisissant, mais ce qui est saisissant, c'est qu'en fait, on est au balbutiement de ça. La deuxième cathédrale, complètement folle, où on va créer entre ces piliers, ces arcs-boutants, les croisées d'ogives, c'est Sens, la cathédrale de Sens. Qu'on a restaurée aussi. Et que l'on a restaurée aussi cette année, donc c'est complètement fou pour nous. Donc moi, je vivais l'histoire. Quand je rentrais là, j'avais l'impression que l'architecte, le compagnon du XIIe siècle était en train de m'expliquer des choses comme s'il était sur mon épaule en me disant « tu vois ça, c'est la première fois de l'histoire qu'on l'a fait ». Et quand on voit la taille des pierres, la hauteur où c'est, et le fait que c'est toujours là, on se dit « mais ils étaient géniaux ». Enfin, c'est pas oui, mais c'est magnifique dans ce chantier, c'est que je pense que tous les corps de métier ont eu cette démarche-là. Tout le monde, et d'ailleurs, en fait, toutes les interviews, tous les médias qu'il y a autour de Notre-Dame, tous les compagnons disent ça. Ils ont reconstruit la charpente de la même façon, ils ont reconstruit. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'il y aura avant et après Notre-Dame. Je finis juste sur les chantiers et après, on va parler justement de la charpente. C'est vraiment très important de comprendre ça. Le troisième chantier qu'on a eu cette année, qui est passé un peu inaperçu, parce que Notre-Dame, ça a mangé tout le monde. Mais moi, je peux te dire que quand j'y allais, j'avais la chair de poule. J'étais bien de quoi tu vas parler, effectivement. C'est la Sainte-Chapelle. C'est un endroit. Donc, Louis IX, Saint-Louis, va acheter la couronne du Christ. La plus grosse transaction qu'on ait jamais fait à cette époque. Donc il va payer extrêmement cher, il va mettre la France le centre de la chrétienté. Donc il faut quand même comprendre ça, c'est complètement fou. Donc on achète la couronne d'épines à Istanbul, enfin à l'époque c'était Constantinople, et on ramène la couronne d'épines. Quand il a la couronne d'épines, quelque part, recherche et viennent à nous d'autres reliques. Nous avons les clous de la croix, le bois de la croix, les clous et une fiole du sang du Christ. Qui a ça aujourd'hui dans la chrétienté? Je veux dire, c'est complètement fou. Nous, la France, on a ça depuis Louis IX. Ça devrait venir à Notre-Dame de Paris. À l'époque, la plus grande cathédrale du monde catholique, la plus grande cathédrale du monde tout court, la plus haute. C'est la plus haute, c'est complètement fou. Donc nous, on arrive à construire en 1163. Maurice de Sully commande la plus haute cathédrale. Il crée la rue Neuve de Notre-Dame. On est dans un dédale, l'île Saint-Louis, de petits bâtiments. On rase l'ancienne cathédrale qui était là et puis on crée le chœur. Enfin, c'est comme ça qu'on fait en général. On a l'ancienne cathédrale et on crée le chœur un petit peu plus loin pour qu'on puisse passer les cérémonies dans le chœur. Quand le chœur est inauguré, justement fermé, après on crée la cathédrale autour du chœur. Donc c'est ce qui se passe en 1180.
Et puis, On met 107 ans pour la faire. Elle a terminé. non, c'est complètement fou. Et on met, enfin, je veux dire, Et d'où l'expression. voilà, les historiens disent entre 140 ans et 200 ans, Ouais. ça dépend où on s'arrête pour continuer. Et ça, il faut aussi le dire. Souvent, on me dit, non, mais c'était des fous à l'époque. Les mecs, ils passaient une commande pour 200 ans. Salut, tu as 200 ans de délai pour faire ta commande. Là, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Ah non. Et je crois, non, il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, quand le président de la République nous dit 5 ans pour restaurer Notre-Dame, quelque part, on l'a élu pour un quinquennat. 5 ans, c'est son unité de temps à lui. Donc, c'est génial, il nous a donné cette énergie pour le faire, et nous l'avons fait. Mais à l'époque, Notre-Dame de Paris, quand Monseigneur de Sully décide de faire Notre-Dame de Paris, c'est pour qui? C'est pas pour lui-même, hein, ça c'est Non, clair. mais c'est pour qui? C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Et quand on lit tout le travail sur les compagnons dédient leur travail à Dieu, Bien sûr. pas à Monseigneur de Sully, pas au roi, pas à une éminence qui est là dans un temps temporel. Donc 200 ans pour Dieu, c'est pas grand-chose. Dieu, il était là, enfin Jésus, il était là il y a 2000 ans. 200 ans, c'est pas grand-chose. Donc cette cathédrale, elle n'a pas la même notion de temps. Donc on commence un travail pour 200 ans, on sait qu'on ne le verra pas fini. On est très fiers de se dire, on verra peut-être le cœur fini. On a sa propre inauguration dans l'histoire. Nous, par exemple, on n'a pas vécu ce chantier de 200 ans, mais on a eu notre inauguration dans l'histoire, notre inauguration de la reconstruction de Notre-Dame, c'était avant-hier, et c'était très émouvant. Moi, j'ai vécu, je pense, quelque chose qu'ont dû vivre à l'époque les compagnons qui ont travaillé sur Notre-Dame, quand le roi venait inaugurer la cathédrale, avec évidemment archevêque, etc., et que tout le monde approchait le roi, voyait Alinor d'Aquitaine, enfin, ouais, c'était quand même impressionnant. C'était la reine à l'époque de Saint-Denis. Et donc, ces personnages-là sont célèbres. Il y a des écrits sur leur manière dont ils se sont comportés lors de l'inauguration de la cathédrale, etc. Et donc, quand on restaure la Sainte-Chapelle, que l'on restaure la lumière de la Sainte-Chapelle, les lustres, c'est passionnant. On a réunion de chantier à Sens, réunion de chantier le matin à la Sainte-Chapelle, réunion de chantier l'après-midi ou le soir à Notre-Dame. On était vraiment dans l'histoire. Ouais. La Sainte-Chapelle, c'est quelque chose de complètement fou. Donc, ce n'est pas une cathédrale, c'est une chapelle. Mais dans ce style gothique, avec une flèche absolument magnifique, à l'intérieur de l'enceinte du pouvoir, là où Louis IX dirige la France. Et en fait, elle est construite en 5 ans. 5 ans, 6 ans, ça dépend les écrits. C'est complètement fou. Et elle est là pour ramener, alors évidemment, pour que la couronne du Christ et les reliques soient conservées et montrées au public. Mais en fait, pour leur expliquer, c'est qui le Christ? Pourquoi il y a la couronne du Christ? Qu'est-ce qu'on fait? La plus grande bande dessinée de l'époque vivante, c'est-à-dire des vitraux complètement fous qui racontent l'histoire de la religion catholique. Et le public vient toucher du doigt, comprendre la religion catholique en une visite, voir ce Christ qui était là pour nous sauver, pour sauver nos âmes, et en fait, toucher du doigt quasiment sa couronne d'épines qui est là devant nous. C'est complètement fou, hein, c'est quelque chose de fou. Et on a eu la chance, nous, la Lustrerie Mathieu, presque de la revivre, cette histoire, parce que de passer d'un bâtiment à l'autre, de comprendre pourquoi Sens après Saint-Denis, pourquoi la Sainte-Chapelle et pourquoi Notre-Dame. Donc on a vécu cette histoire du XIIe siècle et du XIIIe siècle, et puis on a vécu cette histoire du XIXe siècle complètement folle de Viollet-le-Duc, voilà, qui est absolument génial. Pour moi, Viollet-le-Duc est un génie, et je trouve que la France je pense que la France, nous les Français, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas, parce que c'est pas écrit dans nos livres d'histoire, que le style gothique, on l'a inventé, et que ce style de cathédrale qu'on retrouve en Allemagne, en Angleterre avec Atterbury, évidemment les grandes cathédrales allemandes, en fait on l'a inventé nous. Ils l'ont continué. Beaucoup de nos compagnons, de nos architectes sont allés dans ces pays-là pour continuer ce style-là. Et en fait, c'est nous qui l'avons inventé. Et Viollet-le-Duc, lui, en est conscient de ça. Viollet-le-Duc a fait des dessins, apprécie ce style et magnifie ce style. Donc en fait, il va rendre à la cathédrale gothique, il va la rendre encore plus gothique, encore plus majestueuse, encore plus fantastique. Mais quelque part, quand les personnes vont passer, un siècle et demi après, en fait, on ne va pas se dire « Ah, mais ça c'est Viollet-le-Duc, ça c'est pas Viollet-le-Duc ». On va se dire bah, « Le gothique, qu'est-ce que c'est beau !» Le gothique, entre guillemets, ça pète. Et c'est extraordinaire. Et ça pète beaucoup parce que Viollet-le-Duc a insisté sur les couleurs dans les chapelles. Par exemple, la flèche. Parlons de la retrouve vraiment aujourd'hui dans la restauration. Est-ce que la flèche. Le public va pouvoir... La flèche de Notre-Dame qui est à la croisée du transept, là, qui est tombée. Donc tout le monde connaît la flèche parce que tout le monde a l'image de la flèche qui est tombée. La flèche, en fait, évidemment, au XIIIe siècle, il y a une flèche qui est gothique, en bronze, simple,
pas très très haute. Et c'est vrai que la flèche, c'est pas l'élément d'architecture le plus fou de la cathédrale. Elle est au plus haut de ce qu'on pouvait sûrement faire à cette époque-là. Oui, puis elle est dans le dessin, le premier dessin, si tu veux. Tout le monde sait que quand on fait quelque chose, si on doit le recommencer derrière, on le recommence, voilà, on le recommence enrichi de l'expérience de ce qu'on vient de faire. Et la flèche est démontée après la Révolution française parce qu'elle est fragile et qu'elle risque de tomber. Et en fait, Viollet-le-Duc la redessine. Et Viollet-le-Duc qui a ce sens du gothique, parce que dans les yeux de Viollet-le-Duc, il n'y a pas que Notre-Dame, nouvelle cathédrale qui vient de sortir de terre. Il y a les cathédrales allemandes, il y a les châteaux gothiques, il y a toutes ces cathédrales qui ont été construites après, Reims, Chartres, etc. Et donc Viollet-le-Duc va dessiner la flèche parfaite. Et je trouve bizarre ces polémiques qu'il y a eu à l'époque, et qu'il y a toujours aujourd'hui d'ailleurs, sur la flèche, elle est de Viollet-le-Duc, elle n'est pas. Non. La flèche, elle est dessinée par Viollet-le-Duc, mais la flèche, elle est de Notre-Dame. Elle est pour Notre-Dame et elle est avec les proportions qu'il faut à Notre-Dame. Dans le respect de... Oui. Voilà. Et je pense que nous, on l'a vécu, en fait. Chaque époque, on a un œil. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Mais quand on va mettre ça, entre guillemets, à Notre-Dame, on doit respecter Notre-Dame. Et Notre-Dame, elle nous impose un style. On a 2 statues à genoux. Ça, il faut les connaître pour les voir. Louis XIII et Louis XIV sont là en train d'implorer à genoux la Sainte Vierge. Alors, dans cet endroit-là, on est donc là où il y a la Pietà, cette statue avec la Vierge Marie qui tient Jésus dans ses bras, et juste derrière la grande croix qu'on voit quand on rentre à Notre-Dame directement. Voilà. Pour nos auditeurs qui iront bientôt à Notre-Dame. Qui ont l'image en tête. Et l'autre petite, évidemment, l'autre Marie dont on parle, c'est évidemment cette statue très ancienne du Moyen-Âge. Qui est juste à côté de l'autel, à droite. Qui est à côté, en fait non, qui est dans la croisée du transept, la fameuse statue. Et l'anecdote du chantier, c'est que là est tombé du plomb, des charpentes, des pierres, tout est tombé. Cette statue a pris ces pierres à des centimètres d'elle, et en fait, elle n'a rien pris. Ouais. Quelqu'un l'a protégée. Et donc, elle est là, droite, elle a été ramenée, et quand on passe et qu'elle nous regarde, elle nous regarde avec une vraie intensité, en disant c'est moi qui veille sur Notre-Dame depuis toujours. Et on est pris de toutes ces émotions quand on se balade dans la cathédrale, hein, c'est complètement fou. On a été pris d'une très grande émotion. Le marathon des télés. Le marathon des télés, mais aussi, surtout, quand les pompiers sont arrivés et qu'il y a eu cette acclamation pour eux, pour les compagnons et pour l'architecture et pour les personnes qui nous ont accompagnés sur le chantier finalement. Donc évidemment, nous, lustriers, notre donneur d'ordre, la plupart du temps, c'est l'architecte. Que l'on soit dans des choses contemporaines ou dans de la restauration, etc. Il faut imaginer qu'à l'époque, c'est l'architecte. S'il y avait eu un architecte très important, peut-être qu'on l'appellerait la cathédrale de l'architecte. Oui. C'est l'opéra Garnier, c'est le palais Garnier. Voilà. Et en fait, il y a eu cet architecte au 19e. Tout le monde connaît le nom de Viollet-le-Duc, donc ça veut dire qu'on l'aime, on l'aime pas, mais en tout cas, il est là, il est connu. Et nous, notre architecte, c'était, enfin, dans les architectes, celui avec qui moi j'ai le plus travaillé, c'était M. Villeneuve. Et un personnage, vraiment un personnage qui comprend, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui aime la cathédrale. Donc on partage ça avec lui, c'est pour ça qu'on ne peut que s'entendre avec lui. Et la première ovation, elle a été pour lui. Bien sûr. Et je crois que ça l'a surprise. Oui. Donc les architectes, les trois architectes, voilà, pour moi, M. Villeneuve, mais chacun avait son architecte, l'architecte de la Charpente et tout, tous passionnés, tous vraiment passionnés, d'une grande gentillesse. Et la première acclamation, ça tout le monde le dit. Ouais, vraiment. C'est sûr que la première acclamation a été pour lui et pour eux. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Donc, des copains me disent, t'as pris des photos? J'ai dit non, j'ai pas arrêté d'applaudir. Ah oui, mon téléphone était dans ma poche, j'applaudissais. Après, les pompiers sont arrivés, ils ont quand même sauvé Notre-Dame. Sans eux, elle ne serait pas là, parce qu'ils ont pris un risque de leur vie pour sauver. Ils sauvent des vies, ça tout le monde le dit. Oui. Là, ils ont sauvé l'âme de la cathédrale elle-même. C'est génial. Bravo les pompiers. Donc là, tout le monde a encore applaudi. Moi, j'avais les mains toutes rouges. Hein. Là, on n'avait plus froid là, quand on applaudissait. Et puis après, on a vécu ça en direct. C'était vraiment magnifique. Ce qui était amusant, c'est qu'après nous, on devait aller sur le plateau de France 2 avec Léa Salamé pour parler justement de notre métier, avec l'architecte. Ouais. Avec l'architecte, à la fin, on a senti qu'il avait... Ça y est, décompression. Et il nous a dit... postpartum, il donne l'appel. Et il nous a dit, non, moi, je ne suis pas capable d'y aller, là. Donc, on prend un taxi. Non, pas de taxi, forcément, avec les présidents qui sont là, tout est bouclé. Même pour passer à pied, c'est compliqué. Donc, on va traverser Paris en métro. Voilà. À minuit, on est dans le métro et on escorte notre architecte pour l'emmener sur le plateau, qui nous dit, non, je ne suis pas capable d'y aller, je suis désolé, je suis trop fatigué, etc. Et donc, on se retrouve ensemble. Pour moi, ça sera aussi un des grands moments de la soirée. Je suis d'accord avec ça. C'est mon moment seul avec l'architecte.
que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup, c'est ma discussion. Et puis, cette petite anecdote que je lui ai dit, parce que quand on était là en train d'applaudir l'architecte, moi, j'ai vécu un moment que je n'ai pas vécu en vrai, mais qui est marqué pour moi dans mon histoire. Notre fameux premier chantier de la lustrerie important, il y a 30 ans, qui est l'Opéra de Paris. Quand donc Charles Garnier inaugure l'Opéra de Paris, il n'est même pas invité. Parce qu'en fait, il le fait pour Napoléon III, c'est fini, il y a la Commune, le pouvoir politique a changé, et donc ce grand palais au service de l'Empire, quelque part maintenant, une république, c'est fini, donc il n'y a plus cette mode de grande pompe. Et donc l'Opéra de Paris d'inauguration, c'est un spectacle. Charles Garnier va acheter sa place, va aller s'asseoir anonymement pour regarder le spectacle, et à l'entracte, il sort. Et là, on a un tableau célèbre, mais tout le monde, tous les architectes connaissent cette anecdote. Et là, une ovation folle, rien à voir avec l'ovation du spectacle, l'ovation complètement folle de tout le peuple de Paris qui admire et qui remercie son architecte pour le Palais Garnier, qui a encore son nom aujourd'hui. Et quelque part, quand j'applaudissais nos architectes, je me disais, c'est ça. Tu vois, le président ne l'a pas cité, l'architecte, ne les a pas cités. Il a dit les architectes, le lustrier, les compagnons, voilà, etc. Mais quelque part, quel travail, quel don de soi pour ce bâtiment. Donc j'ai trouvé ça génial. Et après, quand on a eu notre petit moment tout seul, donc, on lui a rappelé, parle-nous de toi, là, parce que tout à l'heure, c'est moi qui parle, parle-nous toi de notre petit marathon avec... non, mais c'est vrai que c'était marrant de... Je trouve que c'est super, en fait, d'avoir cette couverture médiatique suite à Notre-Dame, pas nous personnellement, mais la cathédrale en général. Elle le mérite, tous les compagnons qui ont travaillé le méritent, les architectes le méritent, les sapeurs-pompiers, il y a énormément d'émissions sur eux maintenant auxquelles on s'intéresse aujourd'hui, alors que c'était il y a 5 ans, et ils le méritent amplement. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que même nous, qui avons donc fait les plateaux télé après Notre-Dame, le lendemain matin aussi sur Télématin, devant la cathédrale, etc., tous ces plateaux télé-là, toutes ces interviews, tout ça, je trouve que c'est génial de savoir que c'est multiplié par 250 entreprises. Et surtout, en fait, quand on est rentré à la maison le dimanche, on n'a pas pu décoller, ni toi ni moi, des magazines qui parlaient de Notre-Dame avec les numéros spéciaux, de toutes les émissions qu'il y avait à la télé toute la journée. On était rivés devant nos écrans. Je suis allée courir avec un podcast sur Notre-Dame. On ne pouvait plus s'arrêter, quoi. Et ça, c'est trop bien de pouvoir se replonger à ce moment-là dans ce chantier. J'ai envie de relire les livres que j'ai lus sur l'architecture gothique et sur Notre-Dame, avant, pendant, et parce que j'en ai lu pendant. Quand on est monté en train, j'ai relu le livre de Viollet-le-Duc avec la préface de Philippe Villeneuve. Donc voilà, c'est vrai qu'on est un peu picousé quand même. On est picousé complet, quoi. Quand on fait un chantier comme ça, on a envie que ça continue. C'est notre façon de faire durer le chantier, c'est notre façon de garder ces beaux souvenirs-là. Donc non, c'était vraiment une expérience incroyable. Et tu verras, toi, Inès, qui a que 25 ans, 26 ans, ce qui est génial, c'est que dans ta carrière, tu vas y retourner. Oui. Moi, l'Opéra de Paris, il m'appelle régulièrement, je continue à y aller, et j'ai l'impression que c'est un peu ma maison, ce sont mes lustres. J'ai ma mission de faire attention à l'Opéra de Paris. On restaure les candélabres, on refait des verreries, on travaille à l'extérieur. Tu as vu d'ailleurs, il y avait un des architectes de l'Opéra qui m'a dit « Ah, monsieur Mathieu, l'Opéra, vous vous souvenez de moi ?» etc. J'ai reçu des milliers, d'ailleurs je remercie les personnes qui m'ont écrit. On remercie tout le monde qui nous ont écrit. Des milliers de messages sur Instagram, sur WhatsApp, etc. Pour nous féliciter, nous remercier. Alors ça aussi c'est chouette, je trouve que les gens disent merci à tous les compagnons. C'est vraiment touchant. Le matin, on est à 6h du matin, parce qu'on était à 8h30 du matin à la gare de Lyon, et on a des gens qui nous reconnaissent et qui nous remercient pour Notre-Dame. Donc ça c'est touchant. C'est vraiment très très touchant. Je crois qu'on peut finir comme ça, en expliquant que c'est ce message de paix. C'est possible, quoi. On est dans un monde en guerre. On est dans un monde qui va de Caribe en Scylla, qui va de moins bien en moins bien. Et on a démontré que les Jeux Olympiques, on est capable de tous s'aimer, de tous se chahuter, se battre pour la paix, pour quelque chose de commun, donc les Jeux Olympiques. Et la cathédrale, on est capable de laisser tomber le fait que c'est ta religion, c'est pas la mienne elle est mieux, la mienne était là avant, etc. Au profit de quelque chose qui est universel et qui les religions, on l'a vu, en fait, elles sont pas là pour nous diviser, mais pour nous rassembler. Et peut-être l'architecture, c'en est une trace. C'en est une trace, la trace visible, concrète que c'est resté. Et puis, pour finir, j'aimerais aussi dire quelque chose à nos auditeurs, vraiment le mot de la fin. Il y aura un avant et un après chantier Notre-Dame, pour l'émotion, pour tout ce qu'on veut, pour la médiatisation, etc. Mais aussi pour la manière dont l'architecte a traité ça.
C'est-à-dire que dans un chantier comme ça, normalement, on ramène les nouvelles technologies, les nouvelles normes de sécurité, les nouvelles normes de construction, et tous les ingénieurs béton, les ci, les ça, viennent nous casser les pieds en nous expliquant que ça, c'est pas aux normes, il faut faire ci, le clou, il faut faire ça, et puis le poids, le ci, le ça. Là, en fait, M. Villeneuve a dit, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme poids sur ces piliers? On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre comme poids pour la flèche. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre comme poids pour tenir la voûte. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avec un chêne qui a poussé pendant 80 ans ou 100 ans, que l'on coupe à telle épaisseur, avec un rivet comme ça, un boulon comme ça, des tenons, des mortaises et tous les mots de ses compagnons, de ces charpentiers que je ne connais pas, ça a tenu 800 ans. Donc en fait, on sait que si on refait la même chose qu'au Moyen-Âge, ça va tenir. C'est génial, ça. Ça, c'est merveilleux. Parce que moi, combien de fois, dans des chantiers, je dis à tous ces ensuqués des normes diverses et variées, le lustre est là depuis 200 ans. Je l'enlève, je le remets, je peux vous dire qu'il va tenir. Oui. Et on me dit, non, c'est pas aux normes, le crochet, il est trop petit, la vis, elle est ci, la porte en bois, elle est ci, elle est ça. Donc la méthode que nous avons, nous, à la lustrerie, quand on enlève un lustre qui est là depuis 200 ans, on met l'équivalent en poids pour que ça reste tenu, ça reste une force vers le bas. Ce qu'on a fait à Notre-Dame. Ce qu'on a fait à Notre-Dame. Et on remet le lustre. C'était de tester les crochets avec les oui. Et on remet le lustre comme il était à l'époque. Et quelque part, c'est notre fil conducteur. C'est de se dire, ça a tenu 800 ans, ça tiendra. Là, on l'a montré au monde entier. On est capable de le refaire comme à l'époque. Ça a tenu, ça tiendra. Alors que ce n'est pas un calcul savant d'aujourd'hui. C'est un calcul savant du Moyen-Âge que l'on ne comprend pas aujourd'hui, mais qui tient toujours. On peut clore là-dessus en disant... Je pense qu'on peut clore aussi avec vraiment des remerciements très, très sincères pour toutes les personnes du chantier qui nous ont accompagnés, toutes les équipes qui ont répondu à nos nombreuses interrogations, qui sont venues ici pour voir ce qui se passait dans les restaurations, dans les ateliers, qui nous ont accompagnés sur site, qui nous ont aidés avec toute cette quand même énorme gymnastique qui était ce chantier et cette grosse logistique. Donc c'est un grand merci à toutes les équipes. La famille des métiers d'art français, on peut le dire, hein, vraiment, une famille des métiers d'art français, on est toujours les mêmes têtes et les mêmes personnes sur les chantiers. Et merci à donc, tous les compagnons qui ont œuvré, forcément, il n'y a pas que nous, naturellement, et loin de là. Et ça, c'était vraiment génial. Merci aux sapeurs-pompiers qui ont sauvé la cathédrale aussi, et à toutes les personnes qui méritent... de grandes acclamations en ce moment pour ce beau chantier. J'espère qu'on pourra s'y plonger encore et encore et que la médiatisation va durer un petit peu. Et que ceux pour qui ça a créé une vocation, c'est merveilleux et j'espère que j'en fais partie. Absolument. Ça a appuyé le clou sur lequel tu appuies de faire ton métier, d'être lustrière, de préserver, de sauver des lustres et d'en créer des nouveaux. Absolument. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.